Eh bien, bonjour ou rebonjour pour certains. Voilà, c'est un petit cours qui va parler des structures de personnalité. On, on en entend effectivement beaucoup parler, mais on sait à peine ce que c'est. Donc, je voulais reprendre un petit peu sur la base, sur ce qu'on entendait par structure de personnalité. Donc déjà, toutes les références que j'utilise sont tirées du DCM. C'est le manuel diagnostique et statistique des troubles. Donc c'est une catégorie, c'est un manuel qui a été catégorisé, on va dire, pour rassembler tout ce qu'on peut retrouver chez l'être humain et pour les inscrire sur une certaine norme, on va dire. Alors, on a d'un côté les névroses, on a d'un côté les psychoses. Tout ce que je vais vous dire est considéré quand même sur des personnalités névrotiques, hein. On est sur une base normale, monsieur et madame tout le monde. Ce qu'il faut entendre, donc je vais reprendre vraiment la base de l'appellation structure de personnalité. Ça tire du Larousse, hein. Donc la personnalité, c'est quoi? C'est l'ensemble des comportements, des aptitudes, des motivations qui constituent l'individu, la singularité de chacun en fait. Donc c'est vraiment la personnalité, elle est liée à tout ce que l'on a reçu de notre éducation, plus de nos capacités naturelles, mais en règle générale, c'est vraiment ce qui a été apporté par l'extérieur. Donc c'est ce qui fait notre personnalité. Ce qui est très faux, puisque les gens s'identifient à une personnalité, mais qui finalement n'est absolument pas eux. Donc c'est là qu'on s'en rend compte, puisque quand on reprend juste la base littéraire, la personnalité, c'est absolument pas qui on est. C'est plutôt quels sont les comportements qui me manifestent quelque part, et ces manifestations sont souvent liées à des conditionnements de société, de famille, etc., etc., ou d'un groupe. Les traits de caractère marquent aussi la personnalité. Donc forcément, le caractère, à la base, un enfant n'a pas forcément de caractère. La seule énergie et émotion qu'il a, c'est la joie d'être là. Je pense qu'il ne se pose pas plus de questions. Et le caractère, quelque part, c'est ce qui va se développer au fil du développement. C'est en fonction de là où il est, de ce qu'il vit, de ce qu'il ressent, plus bien sûr tout ce qu'il porte en lui, qui va développer ses traits de caractère. Donc, le caractère n'est pas inné, absolument pas, il se crée. Donc, on voit bien que la personnalité et le caractère ne sont pas des prédominantes chez l'enfant qui naît, puisqu'on peut avoir un enfant qui naîtra qui sera élevé par d'autres parents que les siens, et il prendra tout à fait le comportement et la personnalité de là où il est. Donc c'est pas des traits forcément qu'on va retrouver. On peut en retrouver dans la génétique effectivement, mais bon, c'est quand même des choses qu'on va s'approprier, qu'on va se construire. Donc mon but ici étant de repartir vraiment sur notre construction au niveau du mental et qu'est-ce qui nous détermine quelque part. Aller dans la génétique, ce sera encore un autre sujet que je voudrais bien aborder avec vous, mais à un autre moment, ça sera une autre source d'un autre cours. Voilà. Donc la structure, c'est l'ensemble des traits de caractère, façon d'être, de penser, qui persistent depuis l'enfance. Donc quand on parle de structure, en fait, on a à la fois le trait de caractère et en même temps qu'est-ce que l'enfant est. Donc là, si on est typiquement, ça reprend ce que je vous disais tout à l'heure, on a à la fois la génétique, plus ce qui a été entraîné par l'extérieur. Donc suite à cela, dans son réajustement, l'enfant va se construire son identité. Il va commencer petit à petit à se construire son identité. Il y a des passages, on le sait, donc c'est les stades, c'est ce que l'on appelle les stades. Donc stade narcissique, stade oral, stade anal, stade phallique, l'Oedipe bien sûr, latence ou l'adolescence. Donc tous ces stades sont et permettent à l'enfant d'évoluer au fil de sa construction. C'est-à-dire que chaque stade va permettre au corps aussi
d'évoluer. Dans cette évolution, et ben, au niveau mental, ça va commencer à s'accroître. Donc l'évolution physique est liée aussi avec l'évolution au niveau du cerveau. Donc petit à petit, étant confronté à ce monde extérieur, c'est ce monde extérieur qui va lui renvoyer des choses qui vont permettre à chaque stade de bien évoluer ou pas. Certains blocages de l'enfance peuvent être liés à des réprimandes d'un parent, mais pas forcément conscientes. C'est simplement que l'enfant était inadapté dans ce qu'il pouvait faire à un certain moment, et par le retour du parent, ça peut créer un blocage. Il n'y a aucune mauvaise intention du parent, mais il y a un sentiment de l'enfant qui peut à ce moment-là prendre et arrêter dans cette évolution. Et où on retrouvera ces blocages, bien sûr, ce sera dans la vie d'adulte, parce que c'est à ce moment-là qu'on va expérimenter cela. Et pourquoi? C'est que dans la situation où normalement, si tout était bien, ça devrait être bien, et bien on sent une émotion qui monte, on ne se sent pas à l'aise, on est vraiment pris dans une espèce de tourbillon qu'on ne comprend pas et surtout qu'on ne conscientise pas. Ce qui a beaucoup de sens, parce que revenir dans les premiers stades de notre enfance, dans les premiers sentiments, c'est quand même assez déroutant. Par contre, il est plus facile de se relier aux sentiments, puisque le sentiment va être le filigrane jusqu'à la fin, et de se relier au sentiment. Tout sentiment, toute émotion est synonyme qu'il y a quelque chose qui est coincé, qui n'est pas en accord. Et c'est à partir de ces sentiments qu'on peut aller au plus juste de soi. C'est ça qui est intéressant, c'est vraiment notre bobine, c'est notre fil conducteur. On a toujours tendance à dire je veux gérer mes émotions, je veux lutter contre mes émotions, mais bien sûr que non, accueillons-les pour une fois. Si j'accueille mes émotions, je vais me poser les bonnes questions, c'est-à-dire je vis une émotion, pourquoi je la vis? Alors des fois il ne faut pas s'attendre à avoir une réponse miraculeuse. Il faut bien entendre que quand on est enfant, on n'a pas encore le cerveau qui est construit, il ne va pas y avoir une réponse qui va nous sauter aux yeux. Par contre, il peut y avoir une compréhension juste en se posant la question, parce qu'on va peut-être revoir quelque chose, mais différemment. Peut-être qu'on va avoir le même incident, mais de quelqu'un d'autre, qui va nous permettre de le voir, nous, mais en observateur ce coup-ci, et pas à le vivre, et peut-être que ça déclenchera chez nous la compréhension qu'on avait à en tirer. Donc tout est juste en tous les cas, et c'est vraiment partie de ce que l'on peut vivre, se faire vivre, pour comprendre ce qui est en train de se jouer. La vie, elle est assez magique, hein, et puis de toute façon, c'est la logique. Quand quelque chose n'est pas bien installé ou bien positionné, il est logique que chaque fois que l'événement va se représenter, je vais être mal à l'aise, je vais ressentir un inconfort. Ça fait partie d'une logique, en tous les cas. Donc, il a été catégorisé différentes structures de personnalité. Alors, je dois vous dire avant toute chose, on a un petit peu de tout, quoi. Il faut pas dire toi tu es ça, toi tu es ça, parce qu'à ce moment-là, on colle des étiquettes et ça n'a aucun sens non plus. Parce que si je veux bien regarder, et si je suis assez honnête avec moi-même, dans toutes les structures de personnalité, je vais retrouver un petit bout de chaque. Je vais être un ensemble. Je suis un ensemble finalement. Les structures de personnalité, comme on les entend, c'est-à-dire que moi je vais vous faire structure de telle personnalité, c'est celles qui sont cristallisées dessus. C'est-à-dire que majoritairement, la personne va se conduire d'une certaine façon. Mais quand on regarde, on a un petit peu de chaque trait en nous. Enfin, tout du moins si on a cette honnêteté. Parce qu'il y a beaucoup de facettes que l'on peut avoir à certains moments, mais ça ne veut pas dire que majoritairement, ça va y rester. Notre problématique, finalement, c'est les gens qui restent cristallisés que sur une face de leur personnalité. Vous voyez, on en a plusieurs, on n'est pas qu'un seul. C'est-à-dire que suivant l'environnement qui se met devant nous, on peut être de temps en temps la charmeuse, on peut être de temps en temps le parent normatif, on peut être de temps en temps l'enfant libre. Je veux dire qu'on a ce panel de construction qui nous permet d'aller de l'un à l'autre. Et ça, c'est juste, finalement, quand on en a conscience.
Maintenant, c'est plutôt quand c'est pas dans la conscience et qu'une seule se présente tout le temps et finalement on la subit aussi. Donc les gens qui le vivent ne s'en rendent pas compte, sauf pour certains. Quand on reparle, on peut citer par exemple les structures obsessionnelles, les structures paranoïaques, où ils sont dans les peurs et ils le subissent finalement. Mais parce qu'ils ne font que mettre en avant un seul aspect d'une personnalité que nous pouvons aussi avoir. Les peurs, ce n'est pas exclusif aux paranoïaques, aux obsessionnels. On en a tous, simplement, c'est comment je le gère. Est-ce que sur certains moments où je suis très anxieuse, je ne peux pas moi aussi tomber un peu dans l'obsession? Est-ce que je ne peux pas tomber non plus un peu dans le paranoïa si mon terrain à moi est déstabilisé? Bien sûr que si, et ça c'est l'honnêteté de l'avoir. Enfin, je veux dire, quand on regarde les autres, il faut aussi savoir se regarder. Je pense que c'est important, parce que toujours aller jeter la pierre à l'autre, finalement, on en oublie une personne, c'est nous-mêmes. Et je pense que si on veut vraiment aller un petit peu travailler, mais peut-être que c'est pas le vouloir de chacun, je l'entends bien, mais quand on a décidé de faire un travail avec les autres, la première des actions quand même, c'est de commencer par soi. Parce qu'on m'a toujours dit qu'il fallait déjà faire le ménage chez soi avant d'aller le faire chez les autres. Ça me paraît évident. Et puis c'est pas non plus dans le sens euh, de donner des leçons, mais pas du tout. On n'est pas plus haut que les autres. On est juste des humains avec des humains. On essaye de s'adapter, on essaye de s'écouter, on essaye de s'épauler aussi. Donc plus j'élève ma conscience et plus j'ai conscience des choses, plus je serai dans la compréhension, mais plus je permettrai à l'autre d'y être aussi. C'est-à-dire que si moi je comprends des choses, je serai plus dans le jugement, je vais être dans l'écoute. Et ça, c'est super important. Ça va déterminer si je me sens attaquée ou si au contraire, je suis tranquille et je peux écouter l'autre. Mais je ne m'oublie pas et je peux écouter aussi ce que l'autre me dit, ça peut me faire réveiller des choses. Parce que ça, c'est de l'interaction et c'est humain. Alors, nous allons attaquer par les premières structures de personnalité. On en a parlé, la structure paranoïaque par exemple. La structure paranoïaque peut aller très loin, hein. On a tous un petit peu de paranoïa en nous. On voit bien qu'il y a un côté de peur. On est dans des peurs très très profondes et qui peuvent aller très très loin, dans des délires même, hein. On peut retrouver, c'est-à-dire que l'être en soi est très concentré. Il est concentré avec un sentiment quand même puissant d'orgueil. Qu'est-ce que c'est l'orgueil? C'est de l'ego, hein. On est sur un ego qui est très puissant. Un sentiment de supériorité, une obstination, une intolérance, un mépris de l'autre. La paranoïa, c'est je suis le meilleur quand même, hein. C'est vraiment dans l'excès. Être paranoïaque, c'est de faire confiance absolument à personne, sauf à soi. On a peur de tout. La base, c'est la peur, hein, quand même. Et c'est la peur qui a entraîné cet ego démesuré quelque part. On a une humeur qui est quand même assez taciturne parce que c'est quelqu'un qui est très centré à l'intérieur de soi. Et pour le coup, quand on est dans de l'ego et du mental, on est dans la tête, hein. Donc ça tourne en boucle, hein. On est vraiment sur quelqu'un qui est enfermé quelque part dans son propre bocal, le propre bocal du cortical, du mental. Donc il y a un jugement qui est complètement faussé, hein. On n'a pas, c'est pas quelqu'un qui est en rapport avec la réalité, mais plutôt avec ses pensées. C'est quelqu'un qui va être constamment à écouter ses pensées plutôt qu'à voir ce qui se présente. Donc c'est quelqu'un qui ne peut écouter l'autre en tous les cas, puisqu'il n'y a déjà pas la confiance. Et ça, c'est la base, hein. C'est que s'il y a une peur aussi grande, c'est qu'il n'y a aucune confiance. Donc on renvoie à la personne, c'est que la personne n'a aucune confiance en elle, à la base. Elle s'est construite comme si il n'y avait plus personne à l'intérieur. Donc elle s'est construite qu'avec du mental, qu'avec de l'ego. Sa protection, sa fausse protection, c'est la tête. Il peut vraiment y avoir une inadaptation sociale. Quand on en arrive à un stade
de paranoïa profonde, effectivement, la personne, elle vit dans une forme de délire. Vous savez, la psychose et la névrose, la différence, c'est que la névrose, on est toujours en rapport avec la réalité. La psychose, on n'y est plus, quoi. À un moment, on est passé sur autre chose. Donc là, on est un petit peu là-dedans quand même. On a quelqu'un qui est plus vraiment dans le présent. Hein. On est sur une forme de psychose, hein, mais qui n'est pas cataloguée comme ça. Je tenais à le préciser quand même, parce que il faut être juste. Il y a un sentiment de persécution et une jalousie souvent associée. Donc c'est vrai que les paranos peuvent se déclencher. Et si on veut bien être juste, notre côté paranoïaque peut effectivement se déclencher au niveau de l'affectif. C'est-à-dire si on sent ou on a un sentiment d'être trompé, alors là on devient le pire des paranos. Vous voyez que c'est de la confiance, on est sur une confiance brisée quelque part. Voilà. Donc tout part de là. La paranoïa, elle part sur un état de confiance qui n'est pas installé. Il y a une peur derrière. Il y a vraiment une très très grande peur. Donc comme on parlait des structurations du moi, donc du moi à l'intérieur, on est sur, donc on a vu l'autre fois le parent normatif. Donc le parent normatif, c'est celui qui donne les règles. Et bien dans ces structures-là, on a beaucoup du parent normatif. Ils donnent la morale, ils sont à poser des choses qui sont très très dures. Et de l'enfant rebelle. Donc c'est du non, mais beaucoup d'objections. Ils ne sont pas vraiment contents ou en accord avec ce qui est en train d'être dit. L'absence de l'enfant libre. L'enfant libre, c'est celui justement qui est dans la joie. Forcément, quand on est un peu perdu dans notre tête, on risque pas d'être dans notre cœur et dans notre enfant libre, qui est notre premier état de naissance quand même. Alors, pour le coup, quand on est en communication avec des gens comme ça, il faut rester dans son adulte, c'est-à-dire la neutralité à 100%. Les émotions n'ont pas leur place. Si on est sur un parcours d'émotions, ils vont nous emmener sur des choses qui ne sera pas bon. Donc, il faut rester neutre, vraiment dans cette neutralité. Qu'est-ce qu'on a en reste et en stade? On a le stade anal, perdre, se faire avoir, être dominé, détruit, être pris en faute. Les envies, c'est de s'opposer, s'affirmer par la contradiction, rationaliser, se justifier, dominer, manipuler, punir. La croyance qu'ils peuvent avoir en eux, c'est je suis vulnérable, les autres peuvent être contre moi et me cacher des choses. Les règles personnelles, je dois toujours me méfier et aller au-delà de ce qui est dit ou montré par les autres. C'est assez juste, hein, n'est-ce pas? La structure schizoïde. Alors, ce qu'on va retrouver, c'est un détachement des relations sociales, une froideur affective, activité solitaire, idéalisme rigide, absence de sexualité, obstination marquée. Ce qu'on ressent à travers ces personnalités, c'est vraiment le froid glacial et effectivement ce besoin d'être seul, pas forcément avec les autres. Alors l'enfant schizoïde est hyper émotif au départ. Il a eu mal rapidement, parfois même dans le ventre, et a décidé que les émotions sont trop douloureuses. D'où solution sans couper. Structure défensive à 100%. C'est vraiment, vous m'approchez pas. Je repousse. Idéaliste rigide ne veut pas dialoguer. Le schizoïde a peur d'être blessé. Obstination marquée. Il est dans une certaine vision du monde, dans son cadre. Si on n'est pas dans son cadre, il marque une obstination marquée. Le schizoïde ne demande pas forcément, ne va pas forcément voir les gens pour avoir des conseils ou quoi que ce soit, même pas du tout. Il peut aller voir des thérapeutes par exemple parce qu'ils ont un symptôme, simplement. Alors l'autre ne le dérange pas parce qu'il s'est structuré dans son monde et en fait il s'est coupé, hein. Il vit dans un monde qui lui appartient, mais il n'est pas forcément contre le monde.
il est en retrait. Voilà, il s'est mis en retrait. Et puis, ce qu'on va ressentir de ces gens-là, c'est qu'il n'y a pas d'émotion. En fait, ils sont vraiment mis en retrait de tout. C'est un petit peu... c'est très froid. La caractéristique, c'est un repli sur soi. La structuration du moi, ils vont s'exprimer en parents normatifs et en enfants rebelles, donc un peu comme la structure paranoïaque. Difficulté à fonctionner dans l'adulte, c'est-à-dire dans la neutralité. Ils peuvent avoir une colère intériorisée qu'ils n'exprimeront pas forcément. C'est pas des gens qui vont péter les plombs. Hein. L'enfant libre, ben, la joie n'existe pas forcément, il n'y a personne à l'intérieur. Et ben, l'enfant adapté non plus. Voilà, on a vraiment. C'est un peu pareil que la structure paranoïaque, mis à part qu'eux ne font pas de vagues. Ils sont vraiment. C'est quelque part, foutez-moi la paix. Hein, et on est vraiment sur une coupure des émotions. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pas dans ce monde. Pareil, c'est pas du tout des structures. C'est pas une psychose. On est encore sur de la névrose. Ils vivent dans ce monde, mais ils vivent à leur façon. C'est un peu l'ermite, si vous voulez, hein, qui va être complètement en retrait. Le bourru, vous voyez, qui s'en fout, quoi. Il vit son truc. Des restes freudiens, c'est les peurs du stade phallique. Se tromper, échouer, ne pas paraître comme le meilleur, ne pas être reconnu dans sa virilité, dans sa féminité. Les croyances, je ne suis pas comme les autres. La vie sociale est source de complications. Et bien, il y en a un paquet alors. Hein. Règle personnelle, je dois rester isolée, ne pas m'engager dans les relations intimes. Donc oui, ce qu'on a, la prédominance, c'est pas d'émotion. S'isole volontairement. Et c'est vraiment des structures de défense. Donc la base, c'est quand même des gens hyper sensibles. Et qui ont pu ressentir, avant leur naissance, donc dans le ventre, des choses qui ont coupé d'être dans l'émotion. Parce qu'il a déjà été vécu. Ça a déjà été vécu dans le ventre. Donc, c'est sûr que c'est pas terrible. Pour nous, en tant qu'interlocuteur resté dans l'adulte, hein, pas d'émotion, forcément, puisqu'on va vraiment les déstabiliser. Ils sont très factuels. On apporte du fait, on apporte... ils n'ont pas besoin d'entendre nos doléances, nos excuses, nos jeux de rôle, nos jeux psychologiques. Ce sont des gens très factuels. Donc, il faut rester factuel. On est dans notre adulte, on pose des choses de façon très normative. Après, hystérique. La personnalité hystérique existe aussi en dehors de toute manifestation ou symptôme. Hystérique, alors hystérique c'est pour les femmes, hystérionique c'est pour l'homme, parce qu'on a bien les deux versions, les féminines et masculines. Donc ça, ça a été mis en avant donc avec Freud et Dr Charcot, qui ont vraiment, eux ont planché un petit peu sur l'hystérie de conversion, pour montrer justement l'impact des émotions ou de la pensée sur le corps. Aucune problématique physique et pour autant le corps était paralysé ou la vision était et la personne était aveugle. Donc c'était les débuts justement de montrer l'impact de nos pensées ou de nos émotions sur la réaction du corps. Donc l'hystérique vraiment c'est la particularité, beaucoup de somatisation. On passe directement, il y a un très grand rapport entre les émotions et le corps. Ce sont des gens qui jouent. La grande particularité des hystériques, c'est le jeu, c'est très théâtral. On est toujours dans un mode théâtral. On passe du rire aux larmes en 5 minutes. Il y a beaucoup de charme, c'est beaucoup dans la séduction. On est toujours dans le plaire. Peu importe le sexe, hein, c'est vraiment dans l'idée de plaire et de séduire. C'est accaparer l'attention de l'autre. Et ça peut être en dramatisant des situations. Alors, il y a beaucoup de pensées imaginaires. La personne peut modifier le réel, l'enjoliver, le préjurer, selon sa tendance. Hein. C'est beaucoup d'inventions, on peut être sur du mensonge. Hein. Par contre, c'est des personnalités très influençables.
et très émotive, très impulsive aussi. Alors elle a une dépendance affective, une certaine immaturité, puisqu'on est toujours dans la labilité émotionnelle, c'est-à-dire que comme on a vu dans la structuration du moi, quand on est dans l'émotion, on est dans l'enfant. Donc ça veut dire que c'est des personnalités majoritairement qui sont dans l'enfant, qui sont toujours en train de jouer et le conduisent à chercher une valorisation par l'entourage. Alors, la phagocité des affects, un mode de pensée imaginaire, hyper-émotivité, dépendance affective, trouble de la sexualité. Ou pas, ou trop. C'est ou l'un ou l'autre. Donc derrière, qu'est-ce qu'on a? Une angoisse de la solitude, a besoin d'un public. C'est ça, c'est je joue au théâtre ce soir. Toujours de la séduction, de la gestuelle. Elle a tendance à envahir l'espace, un imaginaire débordant. On peut avoir beaucoup de conduites toxicomanes, des TS, des passages à l'acte. Donc, on va retrouver peu d'états d'adultes chez l'hystérique, beaucoup d'enfants, énormément d'enfants, avec de l'enfant rebelle, de l'enfant libre, parce que oui, ils aiment jouer. Ça peut être de bons comédiens, pourquoi pas. Ça peut vraiment... Donc, l'hystérie, ça on l'a vu, il y a beaucoup de somatisation. Le corps est vraiment quelqu'un d'important, c'est un vrai partenariat. Beaucoup de chirurgie esthétique aussi, puisque le corps est important. Alors, le besoin, la caractéristique, c'est l'exagération permanente et le vampirisme. C'est vraiment, il faut que j'existe, il faut que les autres me reconnaissent. Structuration du moi, c'est un moi enfant très développé aux commandes en permanence. Alternance rapide entre l'enfant libre, l'enfant rebelle et l'enfant adapté. C'est le mode principal. Alors ils sont, on ne peut pas dire qu'on les déteste, bien au contraire, parce qu'ils sont dans un mode enfant. Mais ça peut être compliqué quand on a des gens qui ont des postes hauts et qui se conduisent comme des enfants. Voilà, donc là on a un petit peu des fois des décalages. On se dit mais c'est pas factuel. Voilà. J'aime bien rapporter ce mot parce que peut-être que l'état d'adulte est finalement être dans le factuel. Et je trouve qu'on n'y est vraiment pas beaucoup. On est souvent dans l'émotion, mais pas beaucoup dans le factuel. Alors, l'hystérique a oublié de grandir et a besoin donc de stabiliser son moi d'adulte. Mais ça, c'est compliqué parce qu'il y a tant de souffrances et tant de choses qui n'ont pas été mises à jour. Donc, on peut jouer un peu volontairement avec eux, mais il faut quand même être bien clair dans ses baskets, parce qu'ils peuvent partir très loin, très très loin. Donc, si on joue le parent, ils vont être encore plus dans l'enfant. Mais on peut l'utiliser, on peut vraiment utiliser le cadre de temps en temps, le parent bienveillant de temps en temps, et revenir majoritairement dans l'adulte. C'est ce qui va lui permettre de se repositionner dans l'adulte. Alors qu'est-ce qu'on a en reste freudien? C'est le stade oral actif, attirer l'attention, plaire, provoquer et admirer, entrer en contact, communiquer, bouger, changer, jouer, vivre dans l'instant, être à la mode, obtenir immédiatement la satisfaction de ses désirs. C'est les peurs du stade narcissique, la solitude, être abandonné, perdre le regard de l'autre, et peur du stade oral actif, l'indifférence et la solitude, être abandonné, rejeté. La croyance, on ne s'intéressera pas à moi spontanément. Séduire, c'est prouver sa valeur. Donc règle personnelle, pour faire ma place, je dois attirer l'attention, je dois éblouir et charmer totalement les autres. Donc l'homme, c'est pareil, simplement que le nom change, c'est histrionique. Personnalité narcissique. Alors on en entend des vertes et des pas mûres et je suis un peu en désolation d'entendre ce que j'entends parce que pervers narcissique, je pense qu'il faudrait aller revoir ce que c'est la perversion et
Est-ce qu'on est tous des grands malades, quoi? Dans la perversion, il y a une forme d'intention. Je ne pense pas que tous les narcissiques aient une intention de nuire. C'est juste un état qui est, et c'est pas reconnu comme une psychose en tous les cas. Par contre, nos mots sont lourds de sens et il est peut-être intéressant d'y revenir et d'aller accuser à tort et à travers des gens juste pour des traits d'une personnalité. C'est dangereux parce que on peut être tous catalogués et il y a vraiment la chasse aux sorcières en ce moment, hein, par rapport aux narcissiques, en sachant que beaucoup ont ce côté narcissique. C'est pas pour autant que ce sont tous des grands malades. C'était l'aparté, parce qu'à force que j'entends mon conjoint est un pervers narcissique, peut-être remettre à César ce qu'est à César. Et entre guillemets, ce n'est pas réservé qu'aux hommes. Les femmes sont aussi narcissiques. Et pour accompagner, moi, certains patients qui ont vécu avec des femmes narcissiques, c'est chaud. Et pour autant, on n'en parle pas. Donc, si on voulait créer un équilibre, il faudrait déjà parler des deux côtés, des deux facettes, et on serait juste. Et puis après, s'il y a un narcissique, c'est qu'il y a du répondant de l'autre côté. Donc peut-être aller chacun travailler dans le côté qu'on laisse émerger. Donc la personnalité narcissique, sa base, c'est des idées démesurées de son importance. Donc un ego démesuré, on est clair, toujours dans sa tête, c'est démesuré. Conduite arrogante et hautaine, besoin excessif d'être admiré, exhibitionniste, indifférente froide, sentiment de colère, infériorité, échec, relations interpersonnelles perturbées. On s'en doute bien, hein, c'est sûr que quelqu'un qui se voit comme un dieu, ça ne va pas créer de très bonnes relations, hein, autour. C'est une structure archaïque, ancienne, difficile à aider pour faire sortir du nombrilisme. Mais est-ce qu'il le veut, l'être aidé, déjà? Moi, je pense que la première des questions, c'est ça, hein. Après, ce que je peux apporter aujourd'hui, c'est juste pouvoir se mettre au diapason de la communication. Après, chacun est libre de faire ce qu'il en a envie, hein. Alors, dès qu'il y a un facteur de la vie, donc du narcissique, où il n'est pas le centre, exemple le vieillissement, parce que c'est quelque chose de terrible, le narcissique sombre dans la dépression ou la toxicomanie. Oui, ils auront tendance, mais attention, faut pas tout appliquer à la lettre, quoi. Je veux dire, c'est pas linéaire, c'est pas parce qu'on a des traits de caractère qu'on va être comme ça. C'est juste pour pouvoir identifier. Mais on en a beaucoup des narcissiques. Moi, la meilleure façon de les reconnaître, c'est comme ils s'expriment. Vous avez la personne qui fait que parler d'elle. Moi, je. Oui, nous sommes en face d'un narcissique. Il est nombriliste. Il parle de lui. Mais peut-être parce que c'est le meilleur sujet qu'il connaît. C'est bien. Mais bon, ce qui sous-entend qu'il ne vous écoutera pas. Forcément. Si je m'écoute, je n'écoute pas l'autre. Après, à chacun de savoir si j'ai envie d'avoir d'aller plus loin avec cette personne ou pas. Ça, c'est celui qui est en face qui me déterminera. Oui, ce sont des gens qui, ébranlés ou en prise de conscience, peuvent aller très très loin, voire des tentatives de suicide, voire des suicides. Parce que ils n'ont pas conscience de ça. C'est leur mode de fonctionnement. C'est ça qu'il faut voir. Il n'y a pas d'intention. Ils ne sont pas dedans. C'est leur mode de structuration. C'est le mode de défense qui s'est mis en place. C'est tout. C'est pas du tout dans l'intention de faire du mal. C'est pas du tout dans l'intention de quoi que ce soit. Ça, il ne faut jamais l'oublier en tous les cas. Nous aurons certainement, parce que l'hystérique et le narcissique se rapprochent beaucoup, ce sont des bons comédiens, des bons médecins. Je m'excuse, mais bon, il faut bien que je le dise quand même. Tous ceux qui sont un peu à se faire regarder, des avocats aussi, des politiciens, bien sûr. Les autres ne l'intéressent pas vraiment, mais ils en ont besoin. C'est ça qui est assez rigolo, parce qu'ils ont besoin quand même d'une vie sociale. Ils ne sont pas en retrait, ils ne vivent pas en retrait.
Simplement, la base de cette structuration, de ce mal-être profond, il part d'une forte idée de dévalorisation. Ils se sont sentis comme de la merde. Donc, ils ont essayé de se reconstruire ou de se construire en se créant ce personnage, cet ego démesuré. Donc, pour eux, c'est leur défense. Allez l'attaquer, vous cassez la forteresse. Donc, de quel droit? Est-ce qu'on a le droit d'aller tuer quelqu'un parce qu'il nous dérange? Non, pas forcément. Donc ça se passe déjà étant tout petit, puisque narcissique c'est le premier des stades, et il y a beaucoup de colère refoulée, hein, beaucoup de sentiments, il y a un sentiment d'abandon. Hein. Ils sont créés une carapace. Hein. Il y a eu beaucoup d'émotions fortes. Il peut être dans la colère. C'est la base de leur structuration, la colère et la peur. Donc c'est pour ça qu'ils sont assez rigides. Et que dès qu'on les touche, hein, ou on touche ce personnage égo, on se prend les foudres de guerre. Donc ce personnage égotique très fort, c'est de la colère à l'état pur, mais quand on va en profondeur, c'est de la peur, mais vraiment de la peur de ne pas exister. C'est pour ça que c'est déroutant. Ils sont déroutants, ces gens-là. Ils ont toujours il peut avoir... Non. Alors, je ne peux pas dire ils sont comme ça. Je sais qu'ils aiment être dans le paraître, ça c'est clair. Mais ça peut être un paraître pas soigné. Voilà, ils ont leur forme de paraître, en tous les cas. Mais ils aiment bien se regarder. Oui, c'est vrai. La structuration du moi. Beaucoup de parents normatifs, ça me paraît évident. Bon, beaucoup de jugements. Pose beaucoup de jugements. D'enfants rebelles, bah oui, ça c'est normal. Hein. L'enfant libre, de temps en temps, un petit peu comme sur l'hystérique où on va jouer, on va rentrer dans un jeu. Et alors pour le coup, l'adulte, c'est pareil. Hein. On a un petit peu, c'est un peu en friche. C'est très dommage. Hein. Après, il restitue beaucoup de connaissances, mais c'est des bons rapporteurs. Et on s'entend tellement l'émotion de colère derrière que des fois on n'écoute plus. Donc pour communiquer avec ces gens-là, adultes, on n'a pas bien de choix. Donc qu'est-ce qui reste? Dans les restes freudiens, stade narcissique forcément, parce qu'il ne s'appellerait pas narcissique sinon. Hein. Donc dans les envies, c'est d'être touché, caressé, admiré, contemplé, ne faire qu'un avec l'autre. C'est une fusion hein, qu'ils recherchent, être le centre du monde, égocentrisme, entendre des mots tendres, être tout puissant, illimité, soif de pouvoir. Dans les peurs, solitude, être abandonné, jalousie exacerbée, perdre le regard de l'autre, vieillir, être malade et tendance à l'hypocondrie. Les croyances, je suis exceptionnel, les autres passent après moi, les règles personnelles, tout m'est dû, il faut que l'on sache que je suis remarquable. Ça, c'est comment la personne s'est structurée. Hein. C'est pas... On n'est pas là pour juger. C'est vraiment l'état qui a été fait de comment les gens ont pu se construire à travers ce qu'ils ont ressenti. Et j'aime bien rajouter que c'est pas forcément qu'il y a eu des choses violentes ou des gros travers dans la famille, hein, puisqu'on est vraiment, si vous avez compris la première vidéo, que sur des sentiments qu'un enfant a vécu, hein, a ressenti tout du moins. Donc la réalité, elle peut être complètement autre. Ça peut partir de certains traumatismes réels, mais pas forcément. Dans mon parcours de thérapeute, j'ai eu des gens qui avaient vraiment eu des gros traumatismes d'enfants et qui pour autant n'étaient pas du tout déstructurés. Donc, et paradoxalement, des gens qui n'avaient pas eu forcément des choses phénoménales, qui étaient déstructurés. Donc c'est pas du tout, ça n'a pas un impact, pas forcément, parce que au contraire, peut-être une expérience dure va permettre de développer aussi des capacités. Hein. Donc peut-être qu'une surprotection peut être aussi un effet
pas forcément bénéfique. Donc, on a tendance à identifier sur des traumatismes, mais pas forcément. Il n'y a pas forcément eu de traumatisme. On est sur un ressenti. Et le ressenti est légitime à chacun, c'est ce qu'il faut entendre. On n'a pas à juger le ressenti de quelqu'un. Il ressent, il a ressenti étant enfant, ça lui appartient. Et pourquoi on devrait aller le juger? Après, il s'est construit comme il a pu à travers ses ressentis. Donc, en vouloir à quelqu'un, non, ni à quelqu'un, ni aux situations. Euh, c'est tout ce que j'ai vécu qui aujourd'hui fait qui je suis. Mais c'est à travers mes filtres, mes perceptions. Donc j'ai tronqué la réalité. Bien souvent, elle en est très loin, la réalité. C'est celle que j'ai perçue à travers mes sens. C'est pas forcément la réalité. C'est pas forcément. Alors, majoritairement, on retrouve beaucoup de ces personnalités-là, évitantes ou anxieuses. Donc, la toile de fond, c'est l'anxiété. À savoir que l'anxiété, c'est des peurs du mental. Le stress, concrètement, n'existe pas. Nous avons deux émotions de base, innées, c'est la joie et la peur. C'est la vie et la survie. Et qui se mettent en action sans que j'ai besoin. Parce que je ne me commande pas à être joyeux, ça c'est clair. Je le vis, tout simplement. Dans la logique, un danger de mort est là, je ne commande pas mon corps. Il se met en marche tout seul. C'est comme de respirer, c'est comme... c'est notre côté inné en tous les cas. C'est vraiment l'inné chez nous. Donc ça fait partie des émotions innées. Par contre, on a des émotions qui se sont construites par rapport à ce qui a été vécu. Le stress en fait partie. Le stress du mental en tous les cas. L'anxiété n'est que liée à des pensées. Des pensées, je ne vais pas y arriver, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça. Donc on voit bien que tout ce qui est la base de l'anxiété et du stress n'est que en rapport avec ce que je suis en train de babiner dans ma tête. Ni plus, ni moins. Donc c'est vraiment un rapport avec soi. C'est de soi avec sa tête, pas plus. Ce qu'on pense, ce sont nos pensées. Hein. C'est nos propres pensées de dévalorisation qui remontent. Quand on est sur des structures anxieuses, voire même j'évite ce qui va me mettre anxiogène, la base c'est quand même la confiance. J'ai pas confiance. Si j'avais confiance, je lâcherais tout ça. Hein. Confiance en soi, mais confiance en la vie aussi. La vie ne nous porte pas à des mauvaises choses, elle est là pour nous faire expérimenter. Alors, cette personnalité dans l'évitement, à tout niveau, corporel y compris, se sent inférieur aux autres. C'est de la dévalorisation, quelque part. Crainte permanente d'être désavoué, rejeté, critiqué. Évite les activités professionnelles au contact des autres. Ou alors s'y mettre dedans, parce qu'on a des masos, entre guillemets. Alors, peur d'être jugé, désapprouvé, évite d'être en contact, se dévalorise en permanence, fuit les situations qui peuvent générer cet état de stress, de communication dans la tête. Ça peut même aller jusqu'à des phobies. Hein. On peut avoir l'agoraphobie, la phobie sociale, enfin, on peut arriver à quelqu'un qui ne veut plus conduire, qui ne veut plus sortir, parce que ça va aller envahir un petit peu tout le territoire. Donc c'est vraiment de l'évitement. Ce type de personnalité peut avoir des problèmes aussi avec le toucher. J'évite le contact. Donc les caractéristiques, c'est toujours en état d'alerte, repli sur soi, fuit le regard. Évite un petit peu de rentrer en contact avec l'autre. Structuration du moi, l'enfant adapté bien souvent. Donc faut pas prendre les mots à la lettre. Hein. Adapté, c'est pas forcément soumis, c'est-à-dire que je vais m'adapter à ce que l'autre me demande. Ça veut pas dire que je serai d'accord, mais je m'y adapte. Pas d'enfant libre inexistant parce que ne s'autorise pas à y être. Donc c'est quand même quelqu'un qui va toujours contrôler. C'est donc parents normatifs, parents bienveillants et adultes sont sous-utilisés. Oui. Étant dans la dévalorisation, forcément poser un cadre ou des choses à l'autre, ça va être très compliqué. Parents bienveillants, ils sont dans l'empathie, ces gens-là.
mais ils vont essayer d'éviter parce que ça créera un rapprochement. Et l'adulte, eh bien, c'est pas factuel parce qu'ils sont en permanence pris dans une émotion. Donc, pour la personne en face, toujours l'adulte, hein, parce que le parent bienveillant, voilà, va créer trop de proximité. Et il pourrait se sentir mal à l'aise. Avec ces gens-là, il faut beaucoup de patience. Il faut vraiment créer le lien de confiance. Vraiment, vraiment. Et puis, éviter le contact petit à petit. Ça peut à la longue, vous voyez, aller plus la personne a une anxiété qui grandit et n'a pas la capacité de l'avoir gérée, plus elle peut aller sur du schizoïde, paranoïaque. Et ça peut aller crescendo en fait. C'est-à-dire que la peur va devenir tellement envahissante que la personne n'existera plus, quoi. Donc les restes, des restes phalliques. Se tromper, échouer, ne pas paraître le meilleur, ne pas être reconnu, ne pas être à la hauteur. Les croyances, le monde est plein de dangers. Si on n'est pas vigilant, on court un risque. Règle personnelle, je dois toujours anticiper les problèmes et prévoir le pire. Super. Bon, on va voir la personnalité dépendante. Alors, la personnalité dépendante, soumission, dépendance à autrui, crainte de ne pas pouvoir se prendre en charge, victime, suiveur. Alors, c'est une cible de choix pour les manipulateurs psychologiques, hein, bon, bien entendu. Un narcissique sera ravi de trouver une personne dépendante, ça me paraît évident. Majoritairement, on retrouve de l'enfant adapté dans sa façon de communiquer. Beaucoup de ces personnes sont maltraitées physiquement et psychologiquement. L'image de soi, c'est d'être dévalorisé, mauvaise estime de soi, manque de confiance en soi. Alors vous voyez que c'est assez rigolo parce qu'on a exactement la même base que le narcissique, hein, c'est le même sentiment quelque part, mais avec deux structurations différentes. Le sentiment de l'enfant a été le même à un moment, mais autant le narcissique s'est construit une carapace et lui a fait moi je vais tout faire pour écraser le mot quelque part, et autant le dépendant, lui, il a exactement le même schéma, mais il fait je vais suivre les autres. C'est les autres qui savent mieux que moi. Donc comment voulez-vous que ces deux cas de figure ne se rencontrent pas? Ils sont idéaux, parce que quelque part aussi, à la base, à l'intérieur, ils ont la même problématique. Il n'y a pas de fumée sans feu, hein, quelque part. Pardon. Donc après, alors les caractéristiques, regard de chien battu, interrogative, voix faible et plaintive. C'est quand même un état de victime que nous retrouvons. Structuration du moi, enfant adapté, victime, adulte et parents peu construits. Donc, toujours pareil, l'adulte, hein, parce que si vous rentrez pas dans le parent normatif, parce que sinon il va vraiment faire le gamin. Si vous êtes dans le parent bienveillant, ça va pas être forcément bien non plus. Hein. L'enfant libre, on peut essayer, pour essayer de remonter un petit peu de l'enfant chez lui à l'enfant chez l'autre. On peut donc passer par des bases de jeu, de communication, d'un côté plutôt créatif, qui peut être pas mal finalement. Reste freudien, c'est la croyance, je suis faible et peu capable, les autres sont forts. Règle personnelle, en cas de problème, je dois immédiatement chercher de l'aide. Je ne peux pas contrarier les autres. On aura la structure de personnalité phobique,
Perfectionniste et antisocial. Donc antisocial, c'est une intolérance aux frustrations, absence de culpabilité et transgresse les règles. Dans les structurations du moi, c'est de l'enfant rebelle, un parent normatif et bienveillant inexistant, un enfant adapté inexistant. Donc dans ces restes, c'est le stade phallique, prouver sa puissance, entrer en compétition, rivaliser, se montrer le meilleur, gagner, peur d'être dominé. La croyance, si tu as envie de quelque chose, prends-le tout de suite. Règle personnelle, agir sans culpabilité. Nous, en tant que dans la communication, l'adulte, et on peut utiliser l'enfant libre, c'est-à-dire le côté encore, comme je disais tout à l'heure, créatif. Ça peut, dans tous les cas. Les caractéristiques de cette structure, c'est de la violence. Violence, agressivité latente, froideur affective très marquée. La phobique, donc hypersensibilité aux frustrations, hyperémotivité, très anxieux, craintif, très influençable, solitude, insupportable, inhibition sexuelle. La phobie est une défense réussie par rapport à la peur. C'est-à-dire que la peur a été tellement prédominante qu'on l'a polarisée sur quelque chose. Alors le sujet a de l'anxiété diffuse. La phobie va mettre un cadre à son anxiété. C'est ce que je vous parlais. Ça part souvent de l'anxiété pour arriver sur de la phobie. Il y a rarement quelqu'un de phobique à la base, mais ça peut arriver en tous les cas. Bien sûr, ça peut arriver. Donc c'est pour ça que les structures phobiques sont difficiles, parce que derrière, il y a vraiment un gros terrain d'anxiété, majoritairement. Les caractéristiques semblent tout le temps apeurées, sur le qui-vive. La structuration du moi, c'est de l'enfant adapté, absence de sens critique, terrorisé face à un parent normatif. Parent bienveillant peu utilisé. Les restes freudiens, stade oral mal agencé, n'a pas pu se remplir, ce qui entraîne une hypersensibilité aux frustrations. Aime se laisser porter, capter l'attention d'autrui. Peur d'être étouffé, empoisonné, absorbé, dévoré par l'objet support de sa phobie. Peur de manquer d'amour, de connaître le vide. Croyance, le monde est plein de dangers. Si on n'est pas vigilant, on court un grand risque. Règle personnelle, je dois toujours anticiper les problèmes et prévoir le pire. Et la personnalité obsessionnelle compulsive. Alors, tendance au perfectionnisme, souci excessif des formes et des conventions, besoin permanent de vérifier et de revérifier, trop consciencieux, trop scrupuleux, psychorigidité, têtu et obstiné, économiste et collectionne, souci du détail. Les caractéristiques semblent tourner en rond dans un cercle fermé physiquement et psychologiquement. Structuration du moi, parent normatif, cadre régi, tout le reste est absent. Les restes freudiens, anal, accumuler, conserver, garder, contrôler, maîtriser, perfectionner, parfaire, respect des règles, hiérarchie, faire respecter les règles, s'opposer, s'affirmer par la contradiction, se défendre, défendre son territoire, rationalité, organiser, calculer, nettoyer, mettre en ordre, dominer, manipuler, détruire, punir, être dominé, être détruit, être puni, se purifier, expier. Les peurs, perdre, se faire avoir, être dépossédé, ne pas se montrer parfait, être coupable, pris en faute, ne pas être reconnu à sa juste valeur, être dominé, être détruit, être sale, être en dehors des normes. Croyance, il faut que les choses soient faites parfaitement. L'improvisation et la spontanéité ne conduisent à rien de bon. Règle personnelle, je dois tout contrôler, tout doit être fait dans les règles. Mot de ces personnes-là, parfait. Et je vous garantis qu'il y en a un paquet. Donc, face à un parent normatif, donc nous avons quand même quelqu'un qui est très rigide. Bon, on ne va pas aller s'opposer dans la rigidité non plus, on ne va pas faire le parent bienveillant.
bah voilà, c'est vite fait. Nous restons dans notre position d'adulte, neutre et bienveillant. Ce sont que des indications, bien sûr que dans les personnalités, on ne va pas tout retrouver. On voit bien qu'il y a certaines brides qu'on peut retrouver et qu'on peut être un ensemble de certains, bien sûr, ça c'est pas évident. Ce qui est intéressant de voir, c'est par rapport au fonctionnement de chacun. Et dans son mode de communication, bah, si moi j'adapte pas le bon canal, forcément, soit je vais me faire taper dessus, parce que je donnerai matière, soit je vais écraser l'autre. Donc c'est la juste position qui va vraiment permettre de pouvoir être dans une discussion qui soit correcte pour l'un comme pour l'autre. Ça me paraît évident. Alors je crois que je vous avais mis quelque chose aussi d'intéressant pour vous qui compléterait, si je le retrouve. Voilà. Donc dans la communication, c'est ton ouverture à l'autre. Donc déjà, comprendre un petit peu comment l'autre est constitué, quel est son registre de communication. Et ça veut dire que moi, je vais pouvoir aussi me mettre au diapason. Donc toujours, on se prépare, hein. Enfin je veux dire, on est dans la préparation centrale, je me pose en moi, je me mets le plus neutre possible, c'est-à-dire hors émotion, parce que dès qu'il y a émotion, les autres le perçoivent. On met de côté les problèmes aussi, et puis il est important de se respecter, de prendre soin de soi et de se sentir. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise, est-ce que c'est judicieux d'attaquer une conversation avec quelqu'un? Peut-être pas, peut-être ça serait bien de le différer. Donc trouver le bon canal. C'est-à-dire que si je sais la personne, quand vous allez la voir la première fois, c'est déjà d'évaluer comment elle parle, quel est son registre de communication, pour moi m'adapter au bon. Alors, vous avez vu que majoritairement, si vous restez dans l'adulte et que vous êtes dans cette neutralité, ça passe tout seul. Hein. Vraiment, ça passe tout seul. Alors, c'est pas d'être froid, bien. Souvent, les gens identifient que d'être dans l'adulte, c'est d'être froid et sans émotion. Non, avec votre émotion principale, la joie, simplement. Mais on pose les faits, c'est-à-dire quand on va poser les faits, il n'y a pas d'affect. On ne se pose pas la question de savoir si l'autre, ça va lui faire plaisir ou pas, parce que là, on est dans de l'affect. Et après, quand on a posé le fait que ça crée une émotion, bien sûr, je peux l'entendre. C'est que ce que je lui amène crée cette émotion. Et c'est pas du tout ce que je viens d'amener. C'est que ça a réveillé quelque chose chez lui. Donc après, je l'accompagne. Ça, c'est clair. Donc il faut aussi savoir accepter que l'autre ait un point de vue différent. Mais oui, ça fait partie de la multitude du monde. Et suivant notre regard, vous avez vu comment c'est complexe dans la tête, comment on s'est construit de façon complexe. Donc oui, il y a des mondes différents. On vit tous sur des mondes différents. Et ouais, on peut entendre l'autre. On peut entendre et ça peut aussi nous réveiller des choses. Ça me paraît normal. C'est notre carte mentale, en tous les cas. Si j'envoie un message, je suis l'émetteur, l'autre est le récepteur. Euh, il faut accueillir, juste être dans l'accueil. Hein. Donc des qualités qu'il faut avoir, c'est la tolérance, le non-jugement, le respect de l'autre, se centrer sur soi et sur l'autre, s'observer et observer l'autre en même temps. C'est une interaction dans les deux. Qu'est-ce qui va se développer dans ces cas-là? Parce que j'oublie personne, hein, ni moi ni l'autre. C'est l'empathie, la capacité de se mettre à la place de l'autre. C'est-à-dire que quand je vois la réaction, qu'est-ce que ça lui a fait vivre? Donc je vais aller me transférer dans le monde de l'autre pour le comprendre, mais je reprends ma place après. Parce que si je ne reprends pas ma place et que je partage l'émotion avec l'autre, là on est dans de la sympathie, on n'est pas dans l'empathie. Et puis je vais m'intéresser à l'autre, parce que si je vois que j'ai fait vivre une émotion, je vais aller dans un questionnement. Qu'est-ce qui s'est joué? C'est important. Après, c'est toute la communication non verbale. Je regarde l'autre, je prends le temps. J'écoute avec mes oreilles, mais j'écoute avec mes yeux, j'écoute avec mes sens. Donc, je vais mettre tout pour être
un radar face à l'autre. Et ça, c'est important. Si chacun pouvait être là-dedans, je pense que les échanges avec le monde seraient beaucoup, beaucoup mieux. Voilà. Bon, sur ce, je vous ai présenté les structures de personnalité, donc qui sont la suite de ce que je vous ai fait en petit cours. J'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous apportera des petites pistes en plus. Et puis je continuerai, je vous enverrai d'autres petites vidéos, d'autres petits supports. En attendant, je vous remercie. À très bientôt.